Bonjour à tous et bienvenue. Depuis le tournant des années 2000, le football suit la voie de la mondialisation. De Sydney à Calcutta, en passant par Séoul, Dubaï, Nairobi, Buenos Aires ou Washington, les grands clubs sont présents sur chaque continent. Alors à la télé évidemment, où toutes les rencontres du football européen sont diffusées, à travers des boutiques spécialisées, des académies portant le nom de ces grandes équipes, et également dans la rue où vous pouvez voir des maillots ou divers produits dérivés. Alors d'ailleurs aujourd'hui on parle plus tellement de clubs, mais de marques. Et d'ailleurs, pour ça, on peut voir les grands sponsors du monde entier se battent à coups de dizaines de millions pour être affichés. On peut penser au japonais Rakuten qu'on peut voir sur le maillot du Barça ou le constructeur automobile Chevrolet sur les maillots de Manchester United. Alors d'ailleurs, toute la stratégie des clubs en devenir se repose sur cette idée de brand, de marque, qui est parfois associée à des États carrément. Le Rwanda a d'ailleurs signé récemment un partenariat avec Arsenal pour être affiché avec le Visit Rwanda ici sur les manchettes. Il vient de faire pareil avec le Paris Saint-Germain et l'office de tourisme de Curaçao a trouvé un accord similaire avec l'Ajax moyennant 2 millions de dollars pour profiter de la visibilité unique du football. Et petit à petit, les revenus ont également on croit, ce qui fait qu'aujourd'hui les clubs de foot sont devenus presque des multinationales à elles seules. Alors évidemment, on est très loin du secteur gazier, du secteur pétrolier, du BTP ou que sais-je, néanmoins on a des clubs qui tutoient aujourd'hui le milliard de chiffre d'affaires dans le monde entier. Et comme chaque multinationale, il y a cette idée de filiale. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui à travers l'exemple belge. Parce que comme vous pouvez le voir, c'est pas très compliqué de comprendre que les clubs de football aujourd'hui ont dépassé leur stade de club et que leur zone d'influence s'étend sur le monde entier et que leurs activités sont aussi diversifiées. Je rappelle d'ailleurs qu'en Espagne, les musées consacrés au Barça au Real sont parmi les plus visités du pays. Donc pour faire simple, on est passé d'un socle très local, culturel, un peu historique, ce bastion-là, à quelque chose de mondialisé, mais qui toujours garde ce côté, on est dans les traditions, notre histoire, etc. Bon, certains vont dire que c'est hypocrite et mercantile, je laisse chacun juge de cela. Et pourquoi on va parler de la Belgique? Parce que c'est un peu le pays des miracles, hein, comme je vous l'avais dit. Il y a quelques mois, j'avais consacré une vidéo sur les rachats de clubs belges de capitaux étrangers en capitaux étrangers. C'est-à-dire que depuis 2007, on a eu 18 rachats de capitaux étrangers en capitaux étrangers. Et encore, j'ai pas compté tous les clubs. J'ai pas compté un club de Détroit qui s'appelle Derden, si je dis pas de bêtises, qui est détenu par des Indonésiens. Je ne compte pas non plus le club de Seraing en 3ème division, en 3ème ou 4ème division belge, j'ai un doute, qui est détenu par le FC Metz. Donc il y en a encore plus, et ça ne compte pas les rachats de capitaux belges à capitaux belges, comme par exemple Anderlecht ou le Standard. Bref. C'est un peu n'importe quoi, et comme le disait Udi Šokatović, le nouveau propriétaire israélien de Lommel en 2ème division. Alors Šokatović, pour ceux qui ne connaissent pas, c'était le grand conseiller juridique de Pini Zahavi, qui est son ami, et c'était également un maître de la tierce propriété, le TPO, qui est une pratique aujourd'hui interdite, je le rappelle, qui permettait à des tiers, donc un agent, une société ou qui sais-je encore, de détenir des droits économiques du joueur. C'était l'un des experts. Il a racheté le club de Lommel et il a donné une interview à Sport Foot Magazine où il expliquait justement que le paradis pour faire du business dans le foot, c'est Chypre, le Portugal et la Belgique. Et le fait qu'il ait acheté un club en Belgique, il n'aurait pas pu le faire dans son pays en Israël. Pourquoi? Parce qu'en Belgique, les clubs sont vendeurs. C'est simple, la situation financière est tellement préoccupante en D1, D2, et je parle même pas de la 3ème division qui est l'incitation à toutes les escroqueries puisqu'à peu près la moitié des clubs utilisent des paiements au noir et c'est n'importe quoi parce que c'est très compliqué de survivre, c'est un statut particulier. Bref, les clubs sont tellement dans la mouise financièrement qu'ils regardent absolument tous les capitaux et il y a cette volonté de se passer les clubs. Pourquoi il y a autant de rachats en Belgique? Parce qu'il y a des possibilités de rachat tout simplement. Et tu as des entremetteurs au mieux qui en profitent gaiement. Pour tout ça, je vous renvoie à la vidéo qui avait été faite avant. Néanmoins, ce qu'on va comprendre, c'est que la Belgique aujourd'hui, c'est devenu la reine des filiales pour d'autres clubs. Et là, je vais expliquer et on va faire un petit saut dans le passé. Rappelez-vous à l'époque, Manchester United avait un partenariat déjà avec le Royal Antwerp pour prêter la plupart de ses joueurs, notamment des joueurs qu'ils avaient récupérés, comme on se rappelle de Dong Fanguzo, un attaquant chinois, Suleiman Maman, un milieu togolais. Bref, pas mal de joueurs qu'ils avaient récupérés en post-formation à travers le monde entier étaient envoyés à Antwerp. On peut se rappeler également du cas du Beveren qui avait fait son partenariat avec l'académie de Jean-Marc Guillou. Et même, on peut aller un petit peu plus loin et voir aussi aux Pays-Bas où le Vitesse Arnhem servait de réservoir à Chelsea. Néanmoins, c'était des accords partenaires comme il pouvait avoir ici et là, mais depuis quelques années, ça a changé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, certains propriétaires de clubs, admettons en Angleterre, vont également acheter un club en Belgique afin de mettre certains jeunes en couveuse et, comme je vous le dis, d'étendre leur zone d'influence. Et là, on va sortir le tableau parce que comme vous allez voir, le football belge est un acteur très particulier de cette mondialisation et cette idée de dire on va faire des multinationales à l'image du City Group, hein, je rappelle que Manchester City donc, est détenu par le City Group donc d'Abu Dhabi et il y a des filiales un peu de partout. Vous pouvez aller en Australie, en Afrique, en Inde, en Chine, bref.
Tout ça, cette idée de développer les ressources, accroître sa zone d'influence et même un peu diversifier ses activités avec un panel de joueurs, par exemple pour le Citigroup, où tu as plus de 100 joueurs, même 150 je crois, qui sont sous contrat avec le Citigroup. C'est colossal. Et donc on va sortir un peu le tableau pour comprendre un petit peu mieux. Alors on va prendre le premier exemple avec Louvain, qui est un club de D2, qui fait une bonne saison d'ailleurs en D2 belge. Et je rappelle pour ceux qui ne connaissent pas que la D2 belge c'est un mouroir. Hein. Attention, il n'y a quasiment personne dans les stades, c'est compliqué. Donc il faut vraiment s'imaginer le truc. Hein. Et donc vous avez King Power qui donc, est le propriétaire de tout ça. King Power, ça pèse à peu près 140 milliards par an. Alors King Power, c'est les rois du duty free en Thaïlande. Très très proche du pouvoir, d'ailleurs ils ont financé pas mal de choses, il y aurait beaucoup à dire. Je rappelle que le propriétaire avait racheté Leicester. Vous vous souvenez de cet accident d'hélicoptère tragique, aujourd'hui c'est son fils qui a repris. Et récemment, ils ont pris Louvain. Sauf que King Power, comme je vous dis, en Asie du Sud-Est, c'est colossal. C'est-à-dire que je crois qu'ils sont sur 9 aéroports, je ne sais pas combien d'aéroports. Ils ont pris également des parts dans une compagnie aérienne. Bref, c'est un mastodonte d'Asie du Sud-Est qui paye 140 milliards de dollars par an de recettes, qui a donc pris Leicester et qui aujourd'hui a Louvain qui pourrait peut-être remonter en première division belge. Et ils ont également des partenariats avec la Fédération de Thaïlande, des projets pour montrer qu'ils sont gentils, vous comprenez, c'est une activité donc de mécène, ils construisaient ça en Thaïlande, etc. Donc à la fois pour eux le foot c'est une entreprise d'image, mais également de business potentiellement avec Leicester, et vu que des fois tu veux ramener des joueurs qui viennent d'ici et là, et bah si tu as besoin de les mettre en couveuse ou autre, notamment avec l'idée pour Louvain de remonter en première division belge, et bah tu as un club où tu vas justement tout contrôler et faire ce que tu veux. Et ça c'était l'idée également de Dimitri Riboloviev, 224e fortune mondiale, je le rappelle, qui, donc propriétaire de Monaco, qui a racheté le Cercle de Bruges à l'époque en D2. Le Cercle est remonté, et cette année c'est absolument catastrophique, ils sont derniers, ils ont changé d'entraîneur, il y a 50 000 joueurs, et en fait, la stratégie de Monaco, qui est quasiment 70 joueurs sous contrat, c'est de récupérer pas mal de jeunes en post-formation. On peut penser à Panzo, qu'on est allé chercher à Chelsea, un défenseur, à Foster en Afrique du Sud, à Navarro à l'époque, mais qui a été revendu, qui est un Espagnol, à Mbula, c'est un Espagnol qui est aujourd'hui prêté à Huesca, c'était catastrophique, parce que le recrutement de Monaco est globalement une blague généralisée. Depuis peu, et donc l'idée c'était de les mettre en couveuse au Cercle de Bruges. Problème c'est que le projet ne va pas du tout, parce que la politique sportive du club est en lambeaux, et ce qui est très intéressant, ce que je peux vous donner comme info, c'est que si jamais le Cercle de Bruges va descendre, et ben là il y aura la volonté de se séparer du Cercle, et donc on aura normalement une nouvelle revente de club. Mais l'idée c'était simple, c'est de dire j'ai Monaco qui est mon club principal, peut-être en attendant d'avoir un autre plus grand, et donc tous les joueurs qui ne sont pas encore prêts, je vais les envoyer en couveuse au Cercle de Bruges. Ce qui est quand même très compliqué, parce que pour les fans de toutes ces équipes-là, en fait, il n'y a aucun but sportif. Ça veut dire on va viser un bon maintien, on va montrer nos joueurs-là, ils vont prendre de la valeur potentiellement pour les revendre à travers une politique de trading, et les meilleurs vont intégrer la plus principale structure, que ce soit Leicester dans le cas de Louvain ou Monaco dans le cas du Cercle de Bruges. Ce qui fait que les ambitions sportives se limitent à on va exposer des joueurs, on n'est pas là pour gagner des matchs, pour gagner des titres, on est là pour se maintenir, pour être tranquille et créer un projet pour le club par an. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi Vincent Tan, le folklorique malaisien, homme d'affaires, qui est propriétaire du Bemarja Group. Alors c'est un conglomérat où il y a tout et n'importe quoi dedans, hein. Vous pouvez trouver de tout. Pareil, ça pèse en milliards de dollars chaque année, qui est donc le propriétaire de Cardiff depuis des années. Mais il est également propriétaire de Sarajevo, sachant que c'est le Bermaga Group qui est propriétaire. Il a récupéré Courtrai en D1 belge et également Los Angeles FC. C'est-à-dire que là, vous avez exactement le prototype d'un groupe, d'un milliardaire qui a récupéré 4 clubs de foot. Et même si Courtrai n'a pas été trop sollicité vis-à-vis de Cardiff, il y a un joueur qui était passé par Courtrai, dont les droits économiques appartenaient à Courtrai, qui ensuite est passé à Cardiff. On n'a pas encore énormément d'échanges, parce que bon, il y a eu un petit désintérêt à un moment donné de Vincent Tan vis-à-vis de certains de ses clubs de foot. Il y a eu beaucoup de rumeurs aussi à ce sujet-là. Mais c'est là où vous voyez la stratégie globale. C'est-à-dire que vous avez un homme d'affaires malaisien qui a un groupe très important en Asie du Sud-Est, qui récupère un club anglais qui arrive en plus en Première Ligue avec l'image, la mondialisation de la Première Ligue. Il va récupérer également un club dans les pays de l'Est, Sarajevo, en Belgique et également aux États-Unis. Donc il y a une véritable logique, si vous voulez, d'influence mondiale, de l'accroître et les revenus avec tous les joueurs. Mais c'est pas que ça. Vous avez aussi le cas de Eupen en D1 belge qui appartient à Aspire, le grand projet Aspire au Qatar, qui est donc, si vous voulez, est la niche des jeunes talents formés au Qatar pour qu'ils ensuite s'exportent en Europe. Vous avez l'Union Saint-Gilloise, détenue par le propriétaire de Brighton également, dans la même logique que Leicester et Louvain. Vous avez également Virton, qui remonte en deuxième division, qui a été racheté par l'homme d'affaires luxembourgeois Beka, qui avait également Doudlange au Luxembourg, et je crois qu'il y a une autre équipe. Vous avez également Seringue, qui est détenu par le FC Metz,
qui a un partenariat avec eux. Vous avez également l'Omel, comme je vous disais, du Katowice, qui est en deuxième division, mal en point, qui détient également une académie en Gambie. Et là, en fait, c'est l'inverse, si vous voulez. C'est-à-dire que l'Omel est plus ou moins le club parent, et des joueurs en Afrique pourront venir d'académies qui appartiennent également aux propriétaires. Et là, vous avez également dans les nouvelles Ostende. Alors, Ostende, avant, c'était dirigé par Mark Cook, qui ensuite a racheté le club, enfin, est devenu propriétaire d'Anderlecht. On a vu plusieurs transferts entre Anderlecht et Ostende qui étaient, on va dire, assez folkloriques. De toute façon, tout est folklorique à Anderlecht actuellement. Depuis qu'à Mark Cook, alors certes, certaines pratiques très douteuses se sont arrêtées de l'ancienne écurie tenue par Herman van Holsbeek, Roger van den Stock ou Laurent Denis, et on peut les féliciter, mais la gestion du club et le projet, tu sais pas trop ce qui se passe. Et en fait, si vous voulez, Mark Cook est resté propriétaire du stade d'Ostende, qui loue très très cher, à hauteur de 100 000 € par mois, si je ne dis pas de bêtises. Donc on est quand même à des grosses sommes. Donc Ostende, qui est empêtré dans ses soucis financiers, cherche justement à faire baisser le loyer, ce qui est compliqué. La réception de Mark Cook lors de Ostende Anderlecht a été très houleuse entre les présidents, bon bref. Et là aujourd'hui, on peut voir dans les informations que Ostende également a des offres de rachat. Donc il y a Crystal Palace qui souhaite que Ostende devienne sa filiale. Et vous avez également le Pacific Media Group, qui est donc l'ancien copropriétaire de Nice, et également qui est à Thun en Suisse et à Barnsley en Angleterre, qui souhaitent acquérir le club et qui permettrait aux présidents en place de rester. C'est pour ça qu'aujourd'hui ils ont les faveurs. Sauf que le loyer du stade pose vraiment problème, le prix du rachat non mais le loyer du stade pose souci, et ça pose même un peu question quand même de conflit d'intérêts ou que sais-je. Vous avez le propriétaire d'un club en Belgique, Anderlecht, qui est également propriétaire du stade d'Ostende. Quand vous voyez les transferts qu'il y a entre les deux équipes, on peut se poser aussi des questions, mais on n'est pas à une seule contradiction dans le football belge. On peut penser par exemple au tout-puissant Moji Bayat et au président de l'Union belge aujourd'hui, dans la même famille, mais c'est encore autre chose. Bref, tout ça pourquoi? Comme vous pouvez le voir, il y a une véritable constante. Parce que c'est pas un hasard, ça passe pas au Portugal, ça se passe pas à Chypre, ça se passe pas aux Pays-Bas, c'est en Belgique que vous avez tout ça, cette logique filiale. Ce qui montre bien deux choses. La première, c'est que les clubs sont en besoin désespéré d'argent et que les projets sportifs sont très loin. La Belgique, si vous voulez, c'est un championnat intermédiaire qui est très bien situé où tout le monde peut venir les scouts et donc ça attire tout le monde. Parce que indépendamment des clubs qui sont propriétaires, qui font avec le principe de filiale, vous en avez d'autres, et ça on le voit notamment en 3e division belge, où vous avez des agents qui cherchent à récupérer des clubs afin de mettre leurs poulains et ceux de leurs amis en valeur. Pourquoi ça attire autant? Parce que vous allez me dire, de la D3 belge, vous n'allez rien récupérer. Oui, mais un joueur qui joue, sa valeur, il peut qu'en gagner. Un joueur qui ne joue pas, il perd de sa valeur. Donc si vous avez le contrôle d'un club de manière dissimulée ou pas, vous pouvez mettre en valeur vos joueurs et potentiellement un jour les vendre. Et c'est ça la logique du football belge. C'est du trading d'un côté et également être au service des clubs qui deviennent de plus en plus, qui s'apparentent de plus en plus à des multinationales. Donc bref, j'espère que cette vidéo un peu old school avec le tableau vous aura plu. On est bientôt à 40 000 abonnés sur la chaîne, donc n'hésitez pas, ça me ferait très plaisir. Et je vous dis à bientôt. Ciao!